Donc, définition d'abord d'un fluide parfait. Prenons l'écoulement, par exemple, d'un fluide comme l'eau. On va supposer que la vitesse est suffisamment grande. Et si on regarde le profil de vitesse dans la canalisation, donc là, vous avez l'eau qui s'écoule dans la canalisation. Et si on regarde ici sur une section droite de la canalisation, le profil des vitesses, c'est-à-dire les vecteurs en différents points M de la section, eh bien, y a pas, le vecteur vitesse est le même et il n'y a pas notamment de différence de vitesse au niveau ici des parois de la canalisation. Ça veut dire que le fluide ici, même sur la paroi, là, le vecteur vitesse, il est encore comme ceci. Et donc, ça veut dire que le fluide, il glisse sur la paroi et il n'y a pas d'adhérence. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas en fait d'interaction entre les molécules du fluide et les molécules de la paroi qui ferait que le fluide serait ralenti au contact de la paroi. Dans ce cas-là, qui est évidemment un modèle idéal, on parle de fluide parfait. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de viscosité et pas d'interaction entre les molécules du fluide et les molécules de la paroi, ni même en fait entre les molécules du fluide elles-mêmes. Ainsi, si on imagine que le fluide a une structure lamellaire, c'est-à-dire qu'on décompose, juste pour modéliser les choses, on décompose le fluide en une succession de couches de fluide adjacentes, comme sur la figure A. Imaginons qu'on arrive à mettre en mouvement la couche du haut. On déplace la couche du haut de fluide. Eh bien, dans le cas B, on voit que les couches d'en dessous, elles, ne sont pas entraînées par le mouvement de la couche supérieure. Ce qui veut donc dire que là aussi, il n'y a pas d'interaction entre les molécules de la couche du haut et les molécules de la couche d'en dessous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement, pas de viscosité. Donc le glissement d'un plan n'entraîne pas le glissement des autres plans. Le liquide est non visqueux, on dit qu'il est parfait. Alors que dans le cas C, si jamais la couche du haut se met en mouvement, par interaction des molécules d'un plan avec les molécules du plan adjacent, le plan adjacent se met lui aussi en mouvement et entraîne encore le plan en dessous, et ainsi de suite. Donc le cas C correspond à un fluide visqueux, ce qui est évidemment la réalité des fluides. Après, il y a des fluides qui sont plus ou moins visqueux. Les moins visqueux d'entre eux pourront être qualifiés de parfaits pour nous simplifier évidemment après les calculs dans la modélisation. Du point de vue thermodynamique, comme il n'y a pas d'interaction là entre les molécules de fluide, eh bien, on va pouvoir oublier toute dissipation énergétique et d'échange thermique entre les molécules de fluide et entre les molécules de fluide et les parois extérieures. Donc il n'y aura aucun phénomène en fait de conduction thermique, par exemple, au sein d'un fluide parfait. On néglige les mouvements de diffusion, quels qu'ils soient, que ce soit des mouvements de diffusion de quantité de mouvement ou de la diffusion de chaleur. Donc ici, on va pouvoir ajouter pas de diffusion thermique au sein du fluide. En fait, aucune diffusion. La conséquence, finalement, c'est que le fluide va subir une transformation de type adiabatique. Donc, pas d'échange de chaleur dans ce chapitre. Au niveau des forces que la paroi de la canalisation va exercer sur le fluide, ici,
Comme il n'y a pas d'interaction entre les molécules du fluide et de la paroi, il n'y aura finalement que les collisions. Et donc la force que la paroi va exercer sur le fluide sera purement normale. C'est la force de pression habituelle qu'on a vue jusqu'à présent. Et les molécules de la paroi, on a vu qu'elles ne freinent pas le fluide. Donc il n'y a pas de force tangentielle. La seule force que la paroi exerce est une force normale de pression, la force qu'on connaît déjà, proportionnelle à la surface, et le coefficient de proportionnalité, c'est la pression. Donc ça, ce sera notre modèle de fluide parfait. Si on dit quelques mots quand même sur les fluides visqueux, le but étant quand même de justifier qu'on va pouvoir prendre le modèle du fluide parfait même si nos fluides présentent une certaine viscosité. Donc quelques remarques sur les fluides visqueux. En réalité, le profil de vitesse dont je vous parlais tout à l'heure dans la canalisation, eh bien, n'est pas régulier. En réalité, le fluide, lorsqu'il il est en contact avec la section, la paroi ici, eh bien, sa vitesse s'annule en fait, par contact et par interaction avec les molécules de la paroi. La paroi empêche le fluide de glisser. Et donc le profil réel, il a plutôt cette allure-là. Et donc au voisinage de la paroi, la vitesse du fluide s'annule, si bien qu'on utilise souvent les conditions limites qui sont en dessous, ce n'est pas la peine de les retenir, hein. C'est que la vitesse en tout point P de la paroi, la vitesse du fluide, est nulle. Au niveau des forces, eh bien, en plus de la force normale de pression qu'on a vue précédemment, il faudra rajouter pour un fluide visqueux la force tangentielle qui va être opposée au mouvement. Donc le fluide ici se déplace vers la droite et la paroi va exercer sur une petite surface ds ici une force aussi tangentielle et opposée au mouvement, en sens opposé au mouvement. Donc on aura la force de pression normale et la force tangentielle opposée au mouvement. Là aussi, elle est proportionnelle à la surface avec sigma, le coefficient de proportionnalité. Je vous ai indiqué ici pour certains types de fluides à quoi est égal sigma. Il est relié à la viscosité du fluide et aussi au gradient de vitesse par rapport à y, y étant la direction normale à l'écoulement. Donc l'écoulement se fait comme ceci. Et on a vu tout à l'heure que le profil, justement, il variait, c'était pas le même en fonction de Y. Bon. Mais ne retenez pas ça, c'était juste en passant. C'est juste retenez que lorsque le fluide est visqueux, il faut rajouter une force supplémentaire qui est tangentielle. Vous n'avez pas son expression à connaître. Une remarque aussi sur les écoulements lamellaires et turbulents pour un fluide visqueux. Si dans un écoulement, les différents plans de tout à l'heure, vous vous souvenez les lamelles de fluide, si les vitesses des différents plans ont tous la même direction et le même sens, on dit que le régime est laminaire. Sinon, on dit que le régime est turbulent. Donc, par exemple, si vous prenez le dessin petit a, on a de l'eau, par exemple, en gris clair qui s'écoule, comme ceci, et on injecte un tout petit jet de colorant pour bien le visualiser. Si l'écoulement est laminaire, alors le jet de colorant va continuer parallèlement à l'écoulement du fluide. Et il ne va pas se disperser et venir se mélanger à l'eau qui est autour. Ça va s'observer à faible vitesse. On précisera ce que veut dire faible vitesse après. Et donc là, on dit que l'écoulement est laminaire. Si on est à vitesse plus grande, à ce moment-là, supérieure à une certaine vitesse critique, le filet de colorant se met à tourbillonner et finalement, il finit par se mélanger au reste du fluide. On dit que l'écoulement est turbulent. Comment est-ce qu'on sait si on est dans tel régime ou dans tel autre? La turbulence, ça ne dépend pas que de la vitesse, ça dépend de plusieurs paramètres.
Ça va dépendre notamment de la vitesse du fluide, V. Ça dépend aussi du diamètre de la canalisation, D. Ça dépend de la masse volumique du fluide, mu, et de la viscosité du fluide. On définit du coup un nombre de Reynolds qui est sans dimension, sans unité, qui est mu VD sur eta. Et si ce nombre de Reynolds est inférieur à 2000, bon, ce sont des peu arbitraires, hein, si le nombre de Reynolds est petit, on va dire, alors le régime est laminaire. Si le nombre de Reynolds est plus grand, on a un régime turbulent. Entre les deux, on a un régime en fait un moitié laminaire, un peu turbulent, un régime de transition. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si la vitesse est faible, on a un faible nombre de Reynolds et on dit que le régime est laminaire. Si la vitesse est plus grande, on passe en régime turbulent. Mais en réalité, ça ne dépend pas que de la vitesse. D'où la définition de la vitesse critique ici, avec une barrière, une frontière arbitraire ici pour le nombre de Reynolds. Vous n'avez pas le nombre de Reynolds, vous n'avez pas à le connaître. Il est encadré là, mais vous n'avez pas à le connaître. Une notion aussi de couche limite. Je reprends l'écoulement de tout à l'heure, je le fais. Hop. Ça, c'est la canalisation, avec donc l'écoulement ici. On avait dit que si le fluide est visqueux, alors la vitesse du fluide, elle a tendance à venir s'annuler sur les parois de la canalisation, ici et là. Mais en réalité, cette vitesse-là, elle ne décroît que dans une toute petite couche à proximité de la paroi, que l'on appelle la couche limite. Si cette couche limite est assez petite, ça veut dire que dans tout le reste de l'écoulement ici, le champ de vitesse est uniforme sur la section de la canalisation et finalement tout se passe comme si le fluide était parfait. C'est-à-dire que le fluide il est quasiment parfait partout, sauf dans une petite couche appelée couche limite, et l'épaisseur de cette couche limite en fait elle diminue quand le nombre de Reynolds augmente. Donc quand le nombre de Reynolds est assez grand, et bien finalement on va pouvoir adopter le modèle du fluide parfait quasiment partout dans l'écoulement, hormis dans cette toute petite couche limite, mais que l'on va oublier en fait. Alors nous, on supposera dans la suite que le nombre de Reynolds, il est assez grand justement pour pouvoir considérer le fluide parfait, mais pas trop quand même pour ne pas passer en régime turbulent. Donc on va supposer que le nombre de Reynolds, il est tel que le fluide peut être considéré parfait tout en restant en régime laminaire. Donc ce que j'ai mis ensuite en première approximation, les écoulements peuvent être considérés parfaits en dehors de la petite couche limite. Ça justifie le fait que même si notre fluide est un peu visqueux, eh bien, on peut quand même prendre le modèle de l'écoulement parfait. J'ai une question. Oui. La couche limite qu'on avait vue en conduction thermique, pour la convection, Oui. Est-ce qu'elle correspond à ça aussi? Je veux dire, la convection, elle a lieu seulement quand il y a un mouvement d'air ou pas du tout? Non, la convection, elle peut exister quand même malgré tout. Ici, il faut quand même qu'il y ait un mouvement. Il faut que la vitesse et la convection est liée à V, gradient de V. Est-ce que c'est la même? J'y réfléchis. En 2 minutes, là, j'ai pas la réponse. Alors, je note. Est-ce que la couche limite, là, est-ce que c'est la même pour la convection? C'est fort possible qu'il y ait un lien. Ouais. Même avec le nombre de Reynolds. D'accord. J'y reviendrai.
Et donc, grand 2, maintenant, on va démontrer la relation de Bernoulli. La relation de Bernoulli, ça n'est rien d'autre qu'un bilan d'énergie mécanique. Autrement dit, c'est la même chose que le premier principe. Donc, ce n'est pas une relation totalement nouvelle. On va transformer le premier principe qu'on a vu en thermo et on va l'adapter à un fluide en écoulement. Or, les fluides en écoulement, en fait, on l'a déjà vu en thermo, c'était le premier principe industriel. Donc, la relation de Bernoulli, c'est un théorème énergétique. Alors, il s'avère il y a deux démonstrations du théorème de Bernoulli. Il y a la démonstration énergétique que l'on va faire aujourd'hui, et il y en a une autre à partir de l'équivalent du PFD pour les fluides. On ne l'appelle pas PFD, en fait, mais c'est le même style de relation. C'est la relation de Navier-Stokes ou de l'air. Navier-Stokes, c'est pour les fluides visqueux, et Euler, c'est pour les fluides non visqueux. Mais c'est l'équivalent du PFD. Donc Bernoulli peut se démontrer soit par méthode énergétique, soit par PFD. Au programme, il n'y a que la démonstration énergétique. Les hypothèses pour avoir le droit d'utiliser le théorème de Bernoulli, c'est celles qui sont encadrées, qu'il faut bien connaître. On les réécrira à la fin, quand on notera le théorème de Bernoulli. On va prendre un fluide en écoulement, donc dans une canalisation, dans un référentiel qu'on suppose galiléen, donc pas de force extérieure autre que le poids, en fait, pas de force d'inertie. Les hypothèses donc importantes sont fluide parfait, ce qu'on vient de voir, on va négliger la viscosité, fluide incompressible homogène, masse volumique constante, en écoulement stationnaire, et laminaire. Alors, laminaire, souvent, c'est oublié dans les énoncés, parce qu'en réalité, si l'écoulement était turbulent, il ne pourrait pas être stationnaire. Un écoulement turbulent, c'est quelque chose qui est un peu imprévisible, et le champ de vitesse ne peut pas être stationnaire dans un écoulement turbulent. Donc, quand on dit stationnaire, quelque part, ça implique laminaire. Si bien que souvent, laminaire n'est pas cité dans les hypothèses. Donc retenez bien toutes ces hypothèses qui sont nécessaires pour avoir le droit d'utiliser le théorème de Bernoulli. Mais si on a un fluide parfait, l'écoulement laminaire, c'est pas nécessaire? Comment ça, c'est pas nécessaire? Le champ de vitesse il décroît seulement si on a une viscosité. Oui. Du coup, le fluide parfait, on n'a pas besoin du. Enfin, je comprends pas pourquoi on refait l'hypothèse du coup que c'est laminaire. Alors, si le fluide est parfait, le champ de vitesse il est constant, non? Oui, mais alors, il est constant. Il peut. Sur une section donnée. Section droite, voilà. C'est-à-dire que sur la section d'après, j'ai pas dit ce qui se passait, quoi, en fait. Ça peut changer. S'il y a un obstacle, par exemple, même sans obstacle, mais laminaire, ça va être lié au nombre de Reynolds et à la vitesse de l'écoulement. En fait, on va prendre un régime où, si je reviens ici, ce qu'il faut, c'est que si la viscosité état est très faible, donc modèle du fluide parfait, si état est petit, c'est-à-dire un fluide peu visqueux, alors le nombre de Reynolds est grand. Et du coup, on a tendance à tendre vers le régime turbulent, en fait, avec un fluide parfait. Ce qui assure le régime laminaire, c'est un petit peu que les molécules, elles frottent les unes les autres et elles sont toutes entraînées les unes avec les autres et elles évoluent de la même façon. Alors que s'il y a peu de viscosité, on a tendance à tendre vers le régime turbulent. Et c'est pour ça que je disais que nous, on va se placer dans un peu intermédiaire où on suppose que on reste laminaire tout en négligeant tout la viscosité. Donc un nombre de Reynolds intermédiaire. D'accord. Parfait, en fait, va pas très bien avec laminaire. Et donc c'est pour ça qu'on fait un compromis. Alors, la démonstration, donc, elle va se baser sur ce petit tube de courant qu'on va prendre.
Donc, on va prendre, on fait un zoom, l'écoulement. Alors, soit on dit que c'est un zoom et on prend un petit tube de courant autour de la ligne de courant AB. Donc ici, on a ce qu'on appelle une ligne de courant. Le fluide s'écoule, hein, dans cette, ça c'est l'écoulement du fluide. Alors, les traits noirs, là, ça peut être la canalisation, ça peut être la forme du tuyau, ou alors c'est une petite zone au sein du fluide que l'on a considéré comme on veut. Et on va définir les caractéristiques du fluide en A. Donc en A, on dira qu'on a la pression PA, la vitesse VA du fluide, et l'altitude ZA, et la section de la canalisation, c'est SA. Même chose au point B. J'ai appelé mu la masse volumique de l'écoulement, que je suppose incompressible. Et l'objectif du théorème c'est de connaître les caractéristiques du fluide en B, connaissant les caractéristiques du fluide en A. Donc notamment, connaître pression et vitesse en B en fonction de la pression et vitesse en A. Pour ça, on va faire un bilan énergétique du fluide entre l'instant T et l'instant T plus dt. Le but, c'est d'appliquer le premier principe. Le problème du premier principe, c'est qu'on ne sait l'appliquer qu'à un système fermé. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on commence par se définir un système fermé. Pour ça, on va choisir comme système fermé cette portion-là à l'instant t. Donc je vais appeler sigma fermé ce système à l'instant t. Il est constitué de deux portions. De la portion qui est située entre A et B. Cette portion entre A et B, c'est celle que j'ai notée sigma de t. Et du fluide en grisé, là, que j'ai noté sigma A. Cette portion-là, c'est la quantité de fluide qui va rentrer dans la portion arbitrairement sélectionnée A et B pendant le temps dt, entre t et t plus dt. Donc cette quantité-là, je vais appeler delta MA, la quantité de masse de fluide qu'il y a dans cette portion. Et c'est la quantité de fluide qui rentre dans sigma de t pendant le temps dt. Ce qui veut donc dire que la longueur ici de ce système, la petite longueur là, ça va être VA fois dt, la distance parcourue par le fluide à la vitesse VA pendant le temps dt. Si on regarde ce système-là, instant maintenant t plus dt, à droite, eh bien, il y a du fluide qui est en grande section, système ouvert, le système sigma là, c'est un système ouvert puisque j'ai de la masse qui rentre et j'ai de la masse qui sort. La masse qui est sortie en B, je l'ai noté sigma B et de masse delta MB. Comme c'est pendant le temps dt, la longueur de ce petit volume, ça sera VB dt. Donc là, j'ai encore sigma AT, c'est le système ouvert entre A et B, et notre système fermé, ça va donc être celui-ci. Ça, c'est sigma fermé AT plus dt. Pourquoi est-ce que sigma F est un système fermé? Les molécules que j'ai encadrées en bleu, là, instant T, sur le schéma de gauche, sont devenues les molécules qui sont dans sigma F dt, c'est les mêmes. Et donc, c'est à ce système fermé-là que je vais pouvoir. Donc, je vais commencer la démonstration. Madame. Oui. Du coup, sigma F fermé de T plus dt, c'est sigma plus sigma B? Voilà, c'est ça. C'est sigma T plus dt plus sigma B. Je vais l'écrire maintenant. Donc, je vais remonter. On va écrire ça.
Vous avez beaucoup de place, hein. Vous avez peut-être 2 pages et demie. Premier point, première hypothèse qu'on va exploiter, c'est qu'on a supposé un régime stationnaire. En régime stationnaire, c'est on a que notamment le classique se conserve. Ce qui veut donc dire que le débit massique en A est égal au débit massique en B. Ce qui veut aussi dire que la quantité qui entre est égale à la qui sort. Ça veut aussi dire que la masse du système ouvert sigma doit rester constante. Donc, la masse qui rentre égale la masse qui sort. Autrement dit, la masse qui rentre, c'est delta MA, j'ai noté. Qui sort, c'est delta MB. On va donc noter maintenant delta M, qui est rentré et sorti entre. Ah, j'entends pas. Je sais pas, je ne l'ai pas entendu pendant cet instant, mais là, ça a l'air d'être. Ça marche là? Cette masse, on peut aussi l'expliquer. On se rappelle que le débit massique, c'est la masse qui s'écoule par unité de temps. Donc, on rajoute ici masse delta M à la dm, le débit massique fois dt. On va le garder, mettre de côté. Et donc cette masse, c'est la même en A et en B. Est-ce que quelqu'un n'a pas fini de noter? Maintenant, on va appliquer le premier principe, ce qu'on fait le système fermé sigma f.
on va refaire en fait la démonstration qu'on avait. Le premier principe dit que la variation d'énergie interne plus d'énergie mécanique macroscopique, que l'on va ici prendre en compte puisqu'on a un écran macroscopique avec une vitesse d'écho macroscopique, éventuellement aussi une pression de hauteur du fluide potentiel. Cette variation d'énergie est égale. Je rappelle que U, l'énergie interne, c'est l'énergie microscopique. Donc, ce que je viens d'écrire là, c'est la variation d'énergie du système. Elle est égale à la chaleur échangée avec l'extérieur, reçue par notre fluide, plus le travail des forces de pression qui va être exercé par le reste du fluide en amont et en aval. Je vais noter, plus éventuellement un autre travail utile qui serait volontaire entre A et B si jamais on avait une machine en fait qui donnerait du travail à notre fluide ou qui en élève. Je vais noter tout de suite. Donc delta W d'abord. Delta Q. Donc chaleur. Échangée, reçue. Donc cette chaleur, elle peut être échangée d'une part mais elle peut être aussi échangée avec le reste du fluide. Je refais juste le dessin vite fait. Je rappelle donc qu'il y avait la canalisation A et B ici. Et notre système, c'est celui-là. Voilà notre système. Mais ça veut dire que notre système, il peut échanger aussi le fluide en amont et en aval. C'est ça que j'appelle la chaleur échangée. Le reste. Même chose d'ailleurs maintenant pour le travail. Et échangé avec le reste du fluide sur les frontières entre en A et B de notre système. Madame? Oui. On entend mal ce que vous dites. Je pense que vous avez la sensibilité de votre micro qui est trop basse. Ça vous coupe beaucoup en fait. Coupe beaucoup. Et je peux régler ça quelque part ou pas? Sur Discord directement. Ouais. Dans paramètres utilisateurs. Oui. Dans voix et vidéo. Vidéo, d'accord. Il paraît à fond. Il faut décocher la case automatique. Ici, là? Dans déterminer automatiquement la sensibilité d'entrée du micro. Je l'enlève. Et baisser un peu le pion. Et baisser ici un peu? Ouais. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? À voir après quand vous allez parler. L'usage, c'est pas mieux. Vous me le redites. Après, en fait, je regarde la tablette et pas l'ordinateur aussi. Donc, je ne sais pas si ça peut être lié. Je pense pas quand même. C'est vraiment à côté. Du coup, c'est pénible si vous ne m'entendez pas bien. Mais on vous entendait juste en saccadé, mais là, je pense que ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Je retourne sur. Vous me dites au fur et à mesure. Voilà. Donc, je rappelle que delta Q, ça va être la chaleur échangée par notre système ouvert avec, d'une part,
l'extérieur via les parois de la canalisation et d'autre part avec le reste du fluide en amont et en aval. Et delta W, c'est la même chose, mais c'est pour les forces de pression. On l'évaluera après. Pour le moment, je vous donne juste la formule générale. Et delta WU, c'est un éventuel travail utile si on a la présence d'un élément actif dans la canalisation. Ce que j'appelle élément actif, ça peut être une pompe, une turbine, une hélice. Donc un objet en fait qui va volontairement soit prélever de l'énergie, soit donner de l'énergie au fluide. Dans un premier temps, dans la première partie du cours, on va supposer qu'il n'y a pas d'élément actif. On rajoutera ce travail utile dans le dernier paragraphe et on verra alors le théorème de Bernoulli généralisé. Alors, je ne l'ai peut-être pas écrit, je vais le rajouter. Donc, on va appliquer le premier principe ici entre l'instant t et l'instant t plus dt. Ce qui veut dire que ces quantités-là, delta Q, delta W et delta WU, ce sont les quantités énergétiques reçues pendant dt. Je vous laisse noter. Est-ce que quelqu'un n'a pas fini de noter? Maintenant, on va passer en revue donc, les différents termes du premier principe. Premier point, on va dire que delta Q, en fait, il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur ni avec le reste du fluide. Ça, c'est grâce à l'hypothèse fluide parfait. On avait dit au tout début du cours que comme le fluide est parfait, on néglige tout phénomène de diffusion thermique au sein du fluide et tout échange énergétique avec l'extérieur. Le fluide, en fait, il subit une transformation adiabatique.
Du coup, on va réécrire le premier principe avec déjà les hypothèses qu'on a utilisées. On va donc avoir du plus, alors l'énergie mécanique macroscopique, je vais la décomposer en deux. J'aurai d'une part l'énergie cinétique macroscopique liée à l'écoulement, plus éventuellement, si le fluide change d'altitude au cours de son écoulement, l'énergie potentielle de pesanteur, je vais appeler l'énergie potentielle macroscopique, égale. Donc on a dit, on oublie la chaleur. Je réécris tout. Donc on a dit, première hypothèse, pas d'éléments actifs dans la canalisation, fluide parfait, on enlève la chaleur. Et donc maintenant, il nous reste à évaluer tous les autres termes. On va commencer par la variation d'énergie interne. Donc le DU. Donc je rappelle que U, c'est l'énergie mécanique microscopique. Et en fait, avec les hypothèses qu'on a faites, eh bien, on va dire que ce qui prédomine comme énergie dans notre écoulement, c'est l'énergie mécanique macroscopique par rapport à l'énergie mécanique microscopique. Et on va négliger ce DU. On peut donner une justification en disant que DU, c'est si je reprends la différentielle d'une fonction. On rappelle que U est une fonction à deux variables, température et volume, et donc je peux dire que DU, c'est d rond U sur d rond T à volume constant dt, plus d rond U sur d rond V à T constant dV. On remarque ça, c'est ce qu'on avait appelé la capacité thermique à volume constant, dt, plus l'autre, qu'on n'a jamais trop exploité, dV. Et c'est ici qu'on va utiliser l'hypothèse fluide incompressible. Donc là, on a utilisé l'hypothèse fluide parfait. Ici, on prend l'incompressibilité. Alors, pardon, pas fluide incompressible, écoulement incompressible. Et donc, en fait, on va dire qu'on va négliger la variation de volume ici. Madame, Oui. vous faites quoi comme différence entre écoulement incompressible et fluide incompressible? Oui. Vous m'entendez? Oui. Il y a oui, en même temps. Oui, il y a une différence. Un fluide incompressible, c'est un liquide, par exemple. Donc c'est un fluide que l'on ne peut pas comprimer. C'est-à-dire qu'on a beau changer sa pression, augmenter la pression sur le fluide, on va peu changer son volume. Ça, c'est ce qu'on appelle un fluide incompressible. En pratique, ce sont les liquides, alors que les gaz, eux, sont compressibles. Et ce qu'on avait dit dans le chapitre 2, c'est qu'on définit aussi les écoulements incompressibles. Alors, les liquides seront toujours en écoulement incompressible, mais les gaz peuvent être aussi considérés en écoulement incompressible, à condition que leur vitesse est faible devant la vitesse du son. Il faut que le nombre de Mach soit plus petit que 0,3. Alors justement, c'est là que ça intervient, c'est ici que ça intervient, c'est qu'on va négliger la variation d'énergie microscopique, d'énergie interne, liée aux variations de masse volumique sous une éventuelle variation de pression. C'est-à-dire que le gaz, en passant d'un point A à un point B lors de l'écoulement, il peut changer de pression. A priori, ça pourrait avoir un effet de changement de volume et de masse volumique, mais en fait, la variation d'énergie qui est associée à ça
elle va être faible devant les autres variations d'énergie, devant les variations d'énergie mécanique macroscopique. Donc les autres termes dans le premier principe là, le DEC macro, le DEP macro et le delta W. Et c'est là qu'on va négliger cette portion-là, on va négliger tout ceci là, et donc finalement on va négliger le DU. On dit alors que le gaz, même si fondamentalement il est compressible, son écoulement peut être considéré incompressible parce que la variation d'énergie associée à cette compressibilité, elle est négligeable devant les autres variations d'énergie qui interviennent dans l'écoulement. En fait, en mécanique des fluides, la mécanique des fluides, c'est relativement compliqué, et si on prend en compte tous les phénomènes qui peuvent exister, il faut qu'on fasse appel à l'équation de Navier-Stokes, qui est le PFD pour les fluides visqueux. Et cette équation, elle est relativement compliquée mathématiquement, elle est non linéaire. Et si on veut prendre en compte tous les effets en mécanique des fluides, ben les équations, elles sont souvent trop complexes à résoudre. Si bien que selon le contexte d'utilisation, qu'on va appliquer l'équation à tel type d'écoulement, à un gaz, un liquide, avec telle ou telle vitesse, avec telle ou telle densité, eh bien, on va être obligé de négliger certains termes et de prendre certains termes en compte. Et là, eh bien, on fait l'hypothèse que notre gaz, même s'il est fondamentalement compressible, sa variation d'énergie associée à la compressibilité est négligeable devant les autres termes. Ok, merci. Début faible. Et d'autre part, on a dit que le fluide était parfait aussi. On va encore réutiliser cette hypothèse. Comme il est parfait, on a dit qu'il n'y a pas de diffusion thermique au sein du fluide. Mais si on veut qu'il n'y ait pas de diffusion thermique, il ne faut pas qu'il y ait de gradient de température. Si au sein du fluide, j'ai des zones plus chaudes que d'autres, forcément, je vais avoir de la diffusion. Donc, pour que je puisse négliger la diffusion, il faut que je suppose que la température T, elle est uniforme en fait au sein du fluide. Conséquence, eh ben, le dt, lui aussi, il est nul. Donc finalement, je me retrouve à négliger les deux termes. Autrement dit, du égale 0. Donc on va négliger en fait les variations d'énergie mécanique microscopique devant les variations d'énergie mécanique macroscopique. Maintenant, il reste à évaluer les trois autres termes, ceux qui vont être prédominants dans le premier principe. Si quelqu'un n'a pas fini, il faut qu'il se manifeste. Juste la fin, s'il vous plaît. Vous m'entendez mieux? Oui, oui. Oui. C'est bon, merci. Donc maintenant, il nous reste à calculer la variation d'énergie cinétique macroscopique.
entre, je rappelle, l'instant T et l'instant T plus dt. C'est un bilan énergétique au cours du temps. Par définition, c'est donc l'énergie cinétique de notre système fermé sigma f à l'instant final T plus dt, moins l'énergie cinétique de ce même système à l'instant T. Je vais utiliser maintenant l'extensivité de l'énergie cinétique. Le système sigma f, c'est d'une part le système sigma, plus le système sigma A. Vous avez encore le dessin sous les yeux. Le premier dessin, souvenez-vous, le système fermé, il est constitué de deux sous-systèmes, le système ouvert sigma et la petite quantité de matière sigma A qui rentre. Ah non, c'est B, pas A. C'est à l'instant T plus dt. Maintenant, je fais la même chose, mais à l'instant T. Donc, ça va être le système ouvert sigma, mais cette fois-ci à l'instant T, plus l'énergie cinétique du système sigma A. Donc là, j'ai utilisé l'extensivité de l'énergie. Maintenant, on va utiliser l'hypothèse écoulement stationnaire. Puisque l'écoulement est stationnaire, ça veut dire que dans la portion de système ouvert que l'on a considérée, l'énergie cinétique, elle ne varie pas au cours du temps. C'est ça la stationnarité. Ce qui veut donc dire que l'énergie cinétique à l'instant T de notre système ouvert est égale à son énergie un petit peu plus tard. Donc je me débarrasse de ces deux termes-là. Il reste donc uniquement l'énergie cinétique de sigma B moins l'énergie cinétique de sigma A, de la petite masse qui rentre et de la petite masse qui sort. Place l'énergie cinétique. On sait que c'est aussi un demi de la masse, c'est-à-dire delta m en B fois la vitesse en B au carré, moins la même chose en A. Sauf que, souvenez-vous, on avait dit que grâce encore à l'hypothèse stationnaire, delta MB était égal à delta MA, et on avait noté delta M, cette quantité commune. Donc finalement, il va venir ici un demi de delta M, facteur de VB carré, moins VA carré. Cette masse delta M, on avait aussi dit que c'était le débit massique du fluide, constant puisque régime stationnaire, fois dt. Donc ici, il va venir un demi débit fois dt et un terme lié à la variation de vitesse au cours de l'écoulement. Donc ça, on va le mettre de côté. Est-ce que quelqu'un n'a pas fini de noter? Ah, j'ai plus de place, moi. Je vais peut-être pas effacer, je vais prendre une autre feuille.
Donc on a laissé ça de côté. Maintenant, il nous reste encore à calculer le DEP macroscopique. On va faire exactement la même démonstration. Je ne refais pas tout. On va obtenir que la variation d'énergie potentielle macroscopique, ça va être l'énergie potentielle du système sigma B moins l'énergie potentielle du système sigma A, en utilisant les mêmes arguments d'extensivité et de stationnarité. Il reste juste à exprimer l'énergie potentielle d'une certaine masse de fluide. Ça va être égal à mgz. Donc, ça va être en B delta M. Je ne mets pas delta MB, mais directement delta M, fois GZB, l'altitude du fluide en B, moins delta M, GZA. À condition d'avoir orienté notre axe Z vers le haut, de façon à ce que l'énergie potentielle de pesanteur, ça soit bien plus mgz. Donc finalement, la variation d'énergie potentielle macroscopique, ça va être delta M G ZB moins ZA, soit aussi en introduisant le débit massique dm dt G ZB moins ZA. Donc ça aussi, on va le mettre de côté. Il reste un terme à évaluer, c'est le travail des forces de pression. Ce travail, il peut y en avoir sur les parois latérales. Il y a aussi le travail exercé par le reste du fluide. Par le reste du fluide, il y en aura en amont, c'est-à-dire au point A, et en aval, au point B. Or, on va réutiliser encore l'hypothèse fluide parfait. On sait que, puisque le fluide est parfait, les forces que les parois exercent sur le fluide, elles sont perpendiculaires à l'écoulement, puisqu'il n'y a pas de viscosité, il n'y a pas de force tangentielle, et donc le travail est nul, que la force est perpendiculaire à l'écoulement. Donc le delta W latéral, là, il va être nul. Reste à exprimer les deux autres. Madame. Oui. La deuxième ligne, vous avez barré delta W latéral. Il y a un égal devant ou pas? Oui, oui, c'était la suite ici. Celui-là, je l'ai décomposé en deux.
maintenant, c'est justement ce qu'il nous reste à calculer. Delta W amont plus le delta W aval. Je refais vite fait le dessin, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est pour vous expliquer. Hop. Ici, on va avoir la force de pression en A, F1, qui va être égale à la pression en A fois la surface en A. De l'autre côté, pareil, on a la force, les forces que j'indique là, ce sont les forces exercées par le reste du fluide sur notre système. Et donc, en amont, le fluide il pousse en A, en aval, le reste du fluide, il pousse aussi sur notre système. Donc ici, je vais avoir la force FB qui va être égale à la pression en B fois la section. Si bien que si je calcule le travail, on sait que le travail, c'est la force scalaire, le déplacement. Je l'ai en A et en B. En A, on voit que la force de pression, elle est dans le même sens que le déplacement. Donc le travail, il va être positif. Le produit scalaire est positif. Alors qu'en B, le déplacement se fait en sens inverse de la force, et donc le produit scalaire va être négatif. Je vais donc pouvoir calculer le travail delta W, la somme des deux. Ça va être égal à en A à PA SA, la force, fois le déplacement VA dt. Mais en B, ça va être moins, du coup, PB SB, la force, fois le déplacement du fluide VB dt, pendant le temps dt. On va mettre ce qu'on peut en facteur. Pas tout de suite. On va exprimer le débit massique. J'utilise maintenant l'hypothèse encore régime stationnaire. Donc, je sais qu'en régime stationnaire, j'ai la conservation du débit massique. Ce qui rentre égale ce qui sort. Le débit massique, je sais que c'est aussi mu fois le débit volumique, qui va donc me donner que mu en A fois le débit volumique. Le débit volumique, ça va être la surface fois la vitesse, et ça va être égal à la même chose en B. On se rappelle que dans le chapitre 2, on a vu que le débit volumique, c'était le flux du vecteur vitesse. Donc c'est la vitesse fois la surface. Vous parlez du débit massique là, non? Pardon? J'ai pas compris. Là, ici, ah mais d'accord, c'est bon, j'ai compris. Donc là, on réutilise encore une hypothèse, c'est que le fluide l'écoulement plutôt, pardon, est incompressible.
Donc, mu A égale mu B. Si bien que donc le débit massique, ça va être mu SAVA ou encore mu SBVB, la masse volumique étant la même. Et donc si je reprends l'expression du travail des forces de pression qu'on a trouvée au-dessus, eh bien je vais remplacer les SAVA et SBVB par dm sur mu. On le met de côté. Madame, j'ai pas compris le passage à l'équation après l'hypothèse du régime stationnaire. Ici, là, ça, là. Ouais. Donc, le débit massique, il est constant. Ça va avec le régime stationnaire. Ouais. Le débit massique, c'est aussi la masse volumique fois le débit volumique. Est-ce que ça te d'accord? Oui. Le débit massique, ce qu'on avait vu, c'était le flux de JM. Et JM, c'était mu fois V. Donc, le flux, ça fait mu V fois la surface. Donc, le débit massique, c'est mu vitesse fois la surface. Et ça vaut la même chose en A et en B. Et comme en plus j'ai l'écoulement incompressible, mu A est égal à mu B. Donc SAVA égale SBVB. Et la valeur commune, c'est dm sur mu. Tous les résultats qu'on a mis de côté, là maintenant on va les réinjecter dans le premier principe. Je le réécris, le premier principe, il y avait DEC macro plus DEP macroscopique égale le travail. Donc je reprends chacun des termes qu'on a trouvés. On constate que dans chacun de ces termes, il y a un dm/dt qui s'élimine. Je vais tout multiplier par mu. Et en même temps, je vais rassembler tous les termes en B d'un côté et tous les termes en A de l'autre côté. Donc je multiplie par mu et je garde les termes en B à gauche.
On a bientôt fini, j'espère qu'il vous reste de la place. On vient d'obtenir le théorème ou la relation de Bernoulli. Madame, Oui, est-ce que vous pourriez expliquer le terme de droite, s'il vous plaît? le terme de droite, alors c'est-à-dire celui-là, là, Le Non. P à moins PB sur mu. celui-là, là, Oui. celui-là, il vient de là, du travail. Je vais y arriver. J'ai réinjecté le travail qu'on avait trouvé là. J'ai réinjecté ici. Et donc, ça m'a donné celui-là. Le DT qui est là, c'est juste basculé avec le DM. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce qu'il faut passer ensuite à la ligne en dessous? Et la ligne d'en dessous. Donc, comment je suis passée à la ligne d'en dessous? Ah! Ligne d'en dessous, ici, j'ai juste tout multiplié par mu, partout. Les termes relatifs à B, je les ai laissés à gauche. Et les termes relatifs à A, je les ai passés à droite. Là, c'est juste deux lignes de calcul. Hein. Il n'y a pas grand-chose, en fait, en simplifiant tous les DM DT. Est-ce que ça va? C'est bon, merci. Et donc, on va finir par énoncer le théorème aux relations de Bernoulli. On va rappeler les hypothèses nécessaires pour avoir le droit d'utiliser. Écoulement parfait, incompressible. Alors souvent on oublie de dire homogène, on devrait, mais en fait quand on dit incompressible, c'est incompressible homogène. Et stationnaire. On avait dit que stationnaire impliquait aussi laminaire. Et donc ce théorème dit que sur une ligne de courant AB, alors en abrégé, on peut noter ça comme ceci, ligne de courant AB, la quantité 1/2 de mu V carré plus mu GZ plus P se conserve. Alors cette quantité, elle est aussi appelée charge, C. On dit qu'il y a conservation de la charge au sein du fluide le long d'une ligne de courant. Je vais préciser ce que charge. C'est pas de la charge électrique.
Donc, on va encadrer ce théorème. On va donner sa signification ensuite. Vous voyez qu'on a trouvé au-dessus, c'est bien que la charge en B est égale à la charge en A. Juste une remarque avant de donner la signification. Cette relation, elle est valable avec les hypothèses qui sont en rouge et aussi avec Z orienté vers le haut. Plus mgz pour l'énergie potentielle. Sinon, il faudrait mettre un moins mgz. Madame, Oui. Qu'est-ce que vous entendez par charge? C'est l'énergie, non? Oui, j'y arrive. Ok. C'est la remarque 2. Alors, ce qu'on appelle charge, en fait, ça n'a rien à voir avec la charge électrique. Chacun de ces termes, si on regarde le 1,5 de mu v carré, surtout, et le mu gz, ça ressemble à des énergies. Le premier, c'est l'énergie cinétique, le deuxième, c'est l'énergie potentielle. Sauf que c'est pas en joules, parce que l'énergie cinétique, en joules, c'est 1,5 de m, la masse, fois v au carré. Nous, on n'a pas la masse, on a la masse volumique. Ça veut dire que 1,5 de mu v carré, c'est une énergie par unité de volume. C'est des joules par mètre cube. Comme le mu gz. Ça serait mgz, ça serait en joules. Mais comme c'est mu gz, c'est en joules par mètre cube. Et il s'avère que le terme d'à côté, P, la pression, qui est donc en pascal, eh bien les pascals, c'est homogène aussi à des joules par mètre cube. Donc chacun de ces termes, en fait, est homogène à des joules par mètre cube. Et ce que signifie cette relation, c'est qu'au sein du fluide, comme on a négligé les phénomènes de dissipation, eh bien cette énergie par unité de volume, elle se conserve entre deux points A et B le long d'une ligne de courant. Et donc la charge, ça n'est rien d'autre que l'énergie par unité de volume, l'énergie volumique.
Je réécris juste le théorème en dessous parce que je vous laisse noter ça en même temps. Et on finit là-dessus. Donc, il y a plusieurs façons en fait de retenir le théorème de Bernoulli. Moi, je trouve que c'est la plus intuitive, c'est celle-ci, avec les termes écrits comme ça, 1 demi de mu v carré. Alors, ça peut être en B et en A ou à la sortie et à l'entrée. Je peux mettre aussi donc, en sortie, plus mu gz en sortie, plus P en sortie, égale la même chose à l'entrée. Pour retenir le théorème, de se rappeler ce qu'il veut dire et d'où il est venu, à savoir d'une conservation de l'énergie, d'un théorème énergétique, et de se rappeler qu'en fait ça n'est rien d'autre que l'énergie cinétique, mais pour 1 mètre cube, si bien qu'au lieu de mettre la masse, vous mettez mu. Ça, c'est l'énergie potentielle mgz, mais vous remplacez m par mu, la masse d'1 mètre cube. Après, il faut se rappeler qu'il faut mettre la pression. Certains l'expriment aussi, divisent tout par mu g. Il y a plusieurs versions. Moi, je trouve que c'est celle qui est la plus facile à retenir parce que chacun des termes est homogène à une énergie par unité de volume. Et on y reconnaît l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Donc, il y a égalité entre la sortie et l'entrée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu dissipation d'énergie, il y a eu conservation. On verra dans le dernier paragraphe du cours ce qui se passe si le fluide est visqueux et si jamais on a un élément actif au sein du fluide, on va généraliser le théorème de Bernoulli et la charge du coup ne va pas se conserver entre l'entrée et la sortie. Donc pour le moment, voilà le théorème, c'est la formule du cours, hein, c'est à peu près l'unique formule à connaître. On va tout faire avec. Évidemment, la démonstration, on ne va pas vous la redemander, en fait, mais de la refaire et de comprendre d'où vient le théorème, ça vous aidera d'une part à le retenir, à savoir ce qu'il veut dire, et donc forcément à faire les exercices. On continuera du coup demain après-midi. Il reste à faire en fait les applications maintenant de cette formule. Ça ira plus vite, c'est plus... on va avoir différents types d'applications de la formule. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Bon, c'est un peu lent. Hein, je ne sais pas si je peux aller plus vite ou pas. Moi, je trouve que comme ça, c'est bien. On ne peut pas faire de sondage sur... Je trouve que comme ça, c'est bien. Si, on doit pouvoir faire des sondages. Il suffit de mettre une question, il y a un pouce en l'air et un pouce en bas, quoi. Créer un sondage et mettre le lien. Mais...